Le XXe siècle fut le siècle le plus sanglant de l'histoire de l'humanité. Plus de 250 millions de personnes furent tuées dans les guerres, les massacres de masse et les crimes politiques. Quant au plus grand responsable de cette grande atrocité, c'est une idéologie qu'on appelle le communisme. C'est une idéologie qui promet de soi-disant apporter l'égalité et la justice à l'humanité. Or, elle n'apporte que le sang, la mort et la peur. Dans ce film, nous allons examiner le siècle sanglant du communisme et nous allons voir comment il se fait que cette idéologie ait pu faire vivre une telle atrocité à l'humanité. Car pour que le monde ne vive plus de telles atrocités à l'avenir, cela n'est possible qu'en tirant des leçons du passé. L'histoire sanglante du communisme. Première partie. Les bases de l'idéologie communiste. C'était vers le milieu du XIXe siècle. Deux philosophes allemands qui vivaient en Angleterre s'affairaient pour développer une idéologie afin d'ébranler toute la Terre. Ils avaient expliqué leurs idées la première fois dans un petit livre qu'ils avaient publié un certain temps auparavant. Le titre de ce petit livre était le Manifeste communiste. Le nom de l'un de ces deux philosophes était Karl Heinrich Marx. Quant à celui de l'autre, c'était Friedrich Engels. Marx et Engels croyaient à une philosophie qu'on appelle le matérialisme. Le matérialisme signifiait ne pas accepter l'existence d'une chose quelconque en dehors de la matière. En fait, le matérialisme était un ancien dogme avancé par le penseur grec Démocritus. Mais lors de la période de la Révolution française, certains penseurs européens ont sorti le matérialisme des étagères poussiéreuses de l'histoire. Ils ont commencé à le soutenir à nouveau. Car ils voulaient faire disparaître les croyances religieuses et la seule philosophie qu'ils pouvaient mettre en avant contre la religion était le matérialisme. Quand d'un côté Marx et Engels soutenaient le matérialisme, d'un autre côté ils s'appliquaient à la méthode de la dialectique, qui accepte que la loi fondamentale de la nature est le conflit. C'est pour cette raison que le nom de matérialisme dialectique fut donné à leur théorie. La dialectique était l'acceptation que tout le développement dans l'univers fut obtenu grâce au conflit.
Les deux philosophes ont essayé de commenter toute l'histoire du monde selon le matérialisme dialectique. Marx, avec l'histoire de l'humanité et l'économie, et Engels, avec la science et la philosophie, ont écrit des livres pour les ajuster à ce dogme. Plus encore, Marx essayait également de prévoir l'avenir. Selon lui, en tant que nécessité du principe du conflit de la dialectique, après un certain temps, il allait y avoir des révolutions sanglantes dans les pays industrialisés d'Europe. La classe ouvrière écrasée par les capitalistes allait se soulever, prendre le pouvoir et ensuite un ordre communiste allait être établi. Dans cette société communiste, il n'allait pas y avoir les notions de religion, moralité et famille. Seulement, Marx et Engels avaient un ennui important. Même en faussant l'histoire de l'humanité, ils la commentaient selon le matérialisme dialectique. Très bien. Et l'histoire naturelle? Comment étaient apparus les êtres vivants? Une réponse devait obligatoirement être donnée par les matérialistes à cette question importante. Cette réponse est venue par un autre idéologue qui lui aussi vivait en Angleterre à cette période. Le bateau Beagle, appartenant à la marine de la couronne d'Angleterre, avançait sur l'océan Atlantique lors d'une expédition et avait à son bord un jeune chercheur, Charles Robert Darwin. Darwin, après son long voyage sur ce bateau, est revenu à Londres en 1836. Durant le reste de sa vie, il a essayé de développer une théorie au sujet de l'apparition des êtres vivants. Darwin a expliqué sa théorie dans son livre intitulé « L'origine des espèces », lequel fut publié en 1859. Dans le livre, il avançait que les êtres vivants étaient apparus suite à des hasards, c'est-à-dire exactement comme le prétendait la philosophie matérialiste. Plus encore, il prétendait que ces hasards se produisaient également par voie de conflit, c'est-à-dire de manière dialectique. Pour résumer, Darwin adaptait le matérialisme dialectique à la nature. La théorie de Darwin n'avait pas de fondement scientifique. En effet, pour cette raison, les scientifiques éminents de l'époque n'ont pas pris Darwin au sérieux. Mais il y avait deux personnes qui le prenaient très au sérieux: Karl Marx et Friedrich Engels. Rien qu'un mois après la publication de L'origine des espèces, Engels commençait ainsi sa lettre qu'il a écrite à Marx le 12 décembre 1859. Mon cher ami Marx, en ce moment, Darwin, dont je suis en train de lire le livre, est en un seul mot magnifique. Quant à Marx, il partageait le même enthousiasme dans sa lettre qu'il écrivit à Engels. Depuis des semaines, je lis le livre de Darwin, le livre qui contient la base de l'histoire naturelle en ce qui concerne nos points de vue, eh bien, c'est celui-ci. La relation entre le darwinisme et le marxisme a grandi tout en se renforçant. Les marxistes se sont accommodés de la théorie de l'évolution comme soutènement scientifique. Et avec l'effet du darwinisme, ils se sont propagés de plus en plus. Dans les posters communistes de l'époque, les livres de Marx et Darwin prenaient place ensemble. En 1871, la guerre entre la France et la Prusse a donné la possibilité à la première expérience de la révolution imaginée par Marx. Dans la France qui avait perdu la guerre, le gouvernement impérial était renversé et un vide autoritaire était né. Les marxistes ont considéré cela comme une occasion. Ensemble, avec les autres fractions socialistes,
En faisant éclater une révolte dans la capitale à Paris, ils ont institué une commune, c'est-à-dire une direction basée sur les principes communistes. Sous cette nouvelle direction, Paris s'est transformé en une ville de terreur. Les églises et les bâtiments du gouvernement furent mis sans dessus-dessous. Les hommes religieux furent exécutés au fusil par les partisans de la Commune. Les rues étaient remplies de barricades. À la fin, suite à de longs affrontements, la commune fut dispersée par les unités militaires qui sont entrées à Paris. C'est la première expérience communiste de l'histoire. Elle a laissé 18 000 morts derrière elle. Très bien. Comment s'était-il fait que les théories de Karl Marx avaient pu se diffuser si vite? La réponse à cette question, c'est le célèbre scientifique allemand Rudolf Virchow qui l'avait donnée. À l'automne 1871, dans un congrès international auquel participaient les naturalistes européens, Virchow a pris la parole et avertissait ainsi les biologistes qui soutenaient le darwinisme. Faites attention, votre théorie de l'évolution que voici est très étroitement liée avec l'idéologie qui a brûlé et dévasté Paris. Virchow avait raison. Dans la diffusion du marxisme parmi les intellectuels occidentaux, l'importance de la théorie de l'évolution de Darwin était grande. La théorie de l'évolution montre les êtres humains comme une espèce animale, et elle prétendait qu'ils pouvaient évoluer par voie de conflit, et le plus important de tout, c'est qu'elle rejetait la création. Ces trois grandes erreurs étaient la base du marxisme. Sur cette base, la première révolution du communisme qui montait allait se produire en Russie. La terreur bolchevique. Vers le début du XXe siècle, la Russie était dirigée par le régime tsariste. Seulement, parmi les ouvriers dont le nombre augmentait de plus en plus, les pensées communistes révolutionnaires avaient commencé à se diffuser. Et une partie des soldats s'était laissé prendre sous l'effet de cette idéologie. Quant au leader du mouvement communiste en Russie, c'était Vladimir Ilitch Lénine. Le mouvement communiste, dont Lénine assurait la direction, s'appelait le bolchevisme. Pour prendre en main le pouvoir, les bolcheviks croyaient qu'une révolution sanglante était nécessaire. Pendant de longues années, bien qu'ils s'organisaient de manière illégale, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. L'occasion qu'ils cherchaient ne s'est seulement présentée qu'en 1914. La Première Guerre mondiale avait éclaté. Jusqu'alors, cette guerre était l'affrontement le plus sanglant qu'avait vu l'humanité. Un des pays frappés par cette guerre, qui a coûté la vie à 10 millions de personnes, était la Russie. Dans les 3 premières années de la guerre, les Russes ont subi défaite sur défaite, et ils ont exactement perdu 2 millions de personnes. Les tourments de la guerre ont entraîné la Russie dans une révolution. En février 1917, les unités militaires dans la capitale Pétrograd se sont révoltées contre le gouvernement et elles ont pris la ville.
Le tsar Nicolas II, qui à ce moment se trouvait sur le front pour donner le moral à ses soldats, a pris la route vers Petrograd. Seulement, le train dans lequel il est monté a été arrêté par les soldats révolutionnaires et le tsar fut capturé. Tous les symboles propres au gouvernement tsariste furent mis en pièces par les soldats révolutionnaires. Les rues se sont remplies avec les manifestations de joie des partisans de la Révolution. La plupart des gens étaient saisis par l'espoir que, conjointement au renversement du régime du tsar, des jours plus beaux attendaient la Russie. Or, ils se trompaient. Les bolcheviks n'avaient pas eu une participation importante dans la révolution de février 1917. Leur nombre dans l'Assemblée établie après la Révolution était également très faible. Le gouvernement était passé sous la main de Kerensky, un démocrate partisan de l'Occident. Lénine, qui était en exil, a ordonné à ses hommes, ne soutenait absolument pas le nouveau gouvernement, et il a continué à organiser les bolcheviks pour sa propre révolution. Et en octobre 1917, il est passé à l'action. Les militants armés de Lénine ont pris d'assaut le palais d'hiver, qui est le centre du gouvernement. Ils ont fusillé les conservateurs qui résistaient et ils ont réalisé l'un des coups d'État le plus simple de l'histoire. Des années après, dans les films de propagande soviétique, ce coup d'État allait être montré comme un grand soulèvement populaire qui a commencé avec les discours enflammés de Lénine. Or, en réalité, le nombre des personnes qui ont marché sur le palais ne dépassait pas les 100 et 5 personnes seulement étaient mortes. Lénine était venu au pouvoir avec un coup d'État silencieux, mais désormais, il n'allait pas rester silencieux. Les bolcheviks sont passés à l'attaque contre les unités militaires encore fidèles au tsar, et une guerre civile sanglante qui allait durer exactement 3 ans a commencé. Pour mener la guerre civile, les bolcheviks ont organisé l'armée rouge. À la tête de cette armée est passé Léon Trotsky, qui est le bras droit de Lénine. Que ce soit les unités de l'armée rouge ou la Tchéka, qui est un service de police secrète instauré par Lénine, ils ne se sont pas gênés d'utiliser les méthodes les plus cruelles contre les partisans du tsar et les autres groupes anticommunistes. Le tsar Nicolas II et toute sa famille, dont 5 enfants, furent exécutés par fusillade sous l'ordre de Lénine. Les villes qui ne soutenaient pas le régime bolchevique furent brûlées et détruites. Dans les télégraphes envoyés à ses militants, Lénine ordonnait que toute personne s'opposant au gouvernement communiste soit exécutée. Les bolcheviks ont arrêté des dizaines de milliers de personnes en les inculpant d'être des opposants au régime. La plupart d'entre eux ont été soumis à la torture et exécutés en masse. Le célèbre écrivain russe Maxime Gorky consignait ainsi les exemples de la cruauté bolchevique. À Tambov, les communistes transperçaient la main gauche et le pied gauche de leurs prisonniers avec des clous pour chemin de fer sur des arbres à 1 mètre au-dessus du sol. Puis, ils regardaient avec plaisir ces gens en train de souffrir. Ils ouvraient le ventre d'un prisonnier, prenaient son intestin grêle et le clouaient à un arbre.
Ensuite, ils regardaient l'intestin se défaire. Ils déshabillaient les fonctionnaires qu'ils attrapaient. Ils enlevaient leur peau à partir de leurs épaules. La peur s'était abattue dans toute la Russie, mais la sauvagerie communiste ne faisait que commencer. Une œuvre de Lénine, La famine. Lorsque les bolcheviks sont venus au pouvoir, une grande partie de la population russe vivait dans les campagnes. Quant aux conditions de vie des paysans, elles n'étaient vraiment pas brillantes. La plupart, avec les produits qu'ils cultivaient, arrivaient seulement à nourrir leurs familles. Les hivers glaciaux de la Russie ne permettaient pas une agriculture rentable. Avec une décision qu'il a prise en 1918, Lénine a entraîné des millions de paysans qui vivent déjà dans la misère dans une catastrophe encore plus grande. La propriété privée va être supprimée et pour cela, l'État allait mettre la main sur les récoltes des paysans. Lénine a mené à bien cette affaire par l'intermédiaire du chef de la Tchéka, Félix Dzerzhinsky, considéré comme son bras droit. Les policiers de la Tchéka, renommés pour leur cruauté sous la direction de Dzerzhinsky, en prenant d'assaut les campagnes aux quatre coins de la Russie, ont commencé à ramasser sous la menace des armes les récoltes et les animaux des paysans. Pour chaque agriculteur, un quota à donner aux bolcheviks fut déterminé. Seulement, pour pouvoir compléter ce quota, la plupart devaient donner toutes les récoltes qu'ils possédaient. Les paysans qui voulaient résister furent réduits au silence avec les procédés les plus atroces. Le 14 février 1922, un inspecteur qui allait dans la région pour faire un examen de la situation expliquait ainsi les pratiques dans cette région de Omsk. Les pratiques illégales des troupes de confiscation ont atteint des dimensions effroyables. Les paysans arrêtés sont enfermés systématiquement dans les hangars froids, frappés au fouet et menacés de mort. Ceux qui n'atteignent pas complètement le quota qu'ils doivent remettre, leurs mains et pieds sont liés. Ils sont forcés de courir tout nus tout le long de la rue principale du village et ensuite ils sont enfermés dans un hangar froid et ils sont frappés jusqu'à évanouissement. Quand Lénine voyait que le quota déterminé pour les paysans n'était pas rempli, il devenait fou. À la fin, en 1920, il a donné une sanction effroyable à certaines régions qui résistaient aux saisies. Ce n'est pas seulement les récoltes de ces paysans qui allaient être ramassées, en même temps, les graines qu'ils possédaient allaient également être confisquées. Le fait de ramasser les graines, cela signifiait pour les paysans ne pas pouvoir produire de nouvelles récoltes, c'est-à-dire qu'il n'allait leur rester plus rien à manger. En conséquence de cela, la famine a commencé. Dans les années 1921 et 1922, 29 millions de personnes à l'intérieur des frontières russes ont lutté contre la famine, et exactement 5 millions de personnes ont rendu l'âme en se tordant de faim. Quant à Lénine, il observait toute cette atrocité avec plaisir. Selon lui, la famine était extrêmement utile. Grâce à cette famine, il escomptait que la croyance des gens en Dieu et la religion allait se briser et qu'ils allaient se plier au communisme. Dans l'ouvrage intitulé « Le livre noir du communisme », lequel a fait du bruit dans le monde entier, cette pensée diabolique de Lénine est expliquée ainsi. Selon ce que se rappelle un de ses amis, Lénine ne se gênait pas d'exprimer ouvertement que la faim a de nombreux aspects positifs. Il disait ainsi « La faim va nous rapprocher de notre objectif.
et on va atteindre le socialisme, qui est le stade après le capitalisme. La fin ne va pas seulement supprimer la croyance au tsar, elle va également supprimer celle pour Dieu. Lénine écrivait ceci dans une lettre qu'il a envoyée aux membres du Politburo le 19 mars 1922. La situation est en notre faveur. Juste en ce moment où les rues sont remplies de centaines, de milliers de cadavres, nous pouvons mettre la main sur les biens de l'Église avec une énergie ardente, impitoyable, et par conséquent, nous devons le faire. Dans les masses, rien que le désespoir issu de la faim peut ouvrir la voie à des comportements complaisants vis-à-vis de nous, ou du moins, ils pourront être neutres à notre égard. Ces correspondances qui se trouvent dans les archives soviétiques montrent que Lénine a intentionnellement déclenché cette famine effroyable qui a coûté la vie à 5 millions de personnes. Et l'historien Richard Pipes, qui examine ces archives depuis des années, arrive à la même conclusion dans son livre « The Unknown Lenin », c'est-à-dire le Lénine qu'on ne connaît pas. En dehors du mépris, Lénine ne nourrissait aucun sentiment pour l'humanité en général. Les êtres humains n'ont eu aucun sens pour lui. À l'égard des masses, il se comportait comme un ouvrier de la métallurgie vis-à-vis du minerai de fer. La philosophie de la cruauté. La raison pour laquelle Lénine et les autres bolcheviks étaient extrêmement cruels vis-à-vis des gens était la philosophie matérialiste dialectique à laquelle ils croyaient. Cette philosophie considère les êtres humains comme une espèce animale et soutient que pour le développement de l'être humain, la violence et le conflit sont nécessaires. Lénine, qui voyait les êtres humains tels une espèce animale, avait également planifié des méthodes animales pour les éduquer. En octobre 1919, il avait fait une visite spéciale à Ivan Pavlov, un scientifique russe connu pour ses expériences des réflexes conditionnels sur les animaux. Lénine voulait pratiquer sur la société russe les méthodes du réflexe conditionnel. Pavlov en fut tout hébété. Lénine m'a dit « Je veux que les masses russes pensent dans la ligne du communisme et qu'ils se comportent en fonction de cela. » Je fus étonné. De moi, il voulait que je fasse aux êtres humains la chose que je fais pour les chiens. J'ai demandé « Est-ce que vous voulez amener les masses russes à un état standard ?» Exactement, a répondu Lénine. Dans la forme que nous le voulons, les gens doivent être façonnés ainsi. Quant à la soi-disant base scientifique de cette philosophie qui voit les êtres humains comme une espèce animale, c'est la théorie de l'évolution de Darwin. La théorie de l'évolution était le plus grand support idéologique du mouvement communiste en Russie. Le livre de Darwin, intitulé « L'origine des espèces », fut traduit en russe vers la fin du XIXe siècle et a entraîné des milliers de jeunes Russes à l'athéisme et au communisme. Le communisme russe était tellement lié au darwinisme que Georgi Valentinovitch Plekhanov, considéré comme le fondateur de ce mouvement, disait ouvertement « Le marxisme est l'application du darwinisme aux sciences sociales ». Lénine, qui est un élève de Plekhanov, a effectivement adapté le darwinisme à la société et il a cruellement massacré les masses qu'il considérait comme des troupeaux d'animaux. Dans la réalité, les êtres humains ne sont pas une espèce animale. Ils sont uniquement des êtres honorables qu'Allah a créés en leur donnant une âme. Et la raison pour laquelle les êtres humains se trouvent sur Terre, ce n'est pas pour entrer en conflit, combattre ou verser du sang, comme le pensent les communistes et les darwinistes. C'est pour présenter une belle moralité de manière à satisfaire Allah. Les êtres humains ne pourront atteindre la sérénité et le bonheur que lorsqu'ils auront compris cette vérité,
c'est-à-dire que lorsqu'ils vivront selon la vraie religion. La fin de Lénine, qui a rejeté cette vérité, a été très exemplaire. À partir de 1922, une maladie qui allait en s'intensifiant a commencé à paralyser Lénine petit à petit. Il a passé la majeure partie de l'année 1923 dans une chaise roulante, de plus, en se débattant avec des maux de tête qui lui donnaient de grandes douleurs. En mars 1923, il a subi une crise et après cette date, il a perdu son aptitude à parler correctement. Dans les derniers mois de sa vie, ceux qui voyaient Lénine tomber dans l'effroi. Son visage avait pris une expression étrange et il était dans un état de demi-fou. Quant à sa dernière photo prise peu de temps avant sa mort, elle était effroyable. Dans le Coran, Allah explique ainsi la situation de ce genre de tyran. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Puis, mauvaise fut la fin de ceux qui faisaient le mal, ayant traité de mensonges les versets d'Allah et les ayant raillés. Lénine est mort le 21 janvier 1924. Les bolcheviks ont organisé une grande cérémonie pour l'enterrement de Lénine. La direction du Parti communiste a décidé de momifier le corps de Lénine qu'elle considérait très précieux. Parmi ceux qui portaient le cercueil de Lénine, il y avait également le prochain dictateur de la Russie soviétique, Joseph Staline. Staline, qui allait diriger la Russie soviétique pendant plus de 30 ans, allait établir un régime de sang et de peur, laissant même dans l'ombre la cruauté de Lénine. Les vérités historiques que nous avons vues jusqu'ici donnent une leçon importante à l'humanité. Les idées erronées peuvent entraîner les êtres humains et les sociétés dans de grandes catastrophes. Le communisme est une idée erronée et au XXe siècle, il a fait subir de grandes douleurs au monde. Quant à une des erreurs de base du communisme, c'est de croire que le conflit est une loi de la nature immuable. Cet avis, qui trouve sa soi-disant base scientifique dans la théorie de l'évolution de Darwin, prévoit que les différences entre les êtres humains doivent obligatoirement être des causes de conflits, de combats et de luttes. Selon ce point de vue qui est appelé dialectique, chaque classe, chaque pays, chaque société est tenue d'être en conflit avec un autre et ceci est une loi de la nature. Ce point de vue qui a frappé de son sceau le XXe siècle est en fait la source commune à la fois de l'atrocité communiste que nous avons examinée dans ce film et aussi de l'atrocité fasciste qui en apparence est opposée à cette dernière. Pour que l'humanité soit sauvée de ce cercle de cruauté, ceci ne lui est seulement possible que par le fait de connaître le but de son existence sur Terre. L'être humain n'est pas une espèce animale qui est apparue suite au hasard et qui vit pour être en conflit comme le pensent les darwinistes, les communistes et les fascistes. L'être humain est un être honorable qu'Allah a créé et qui porte son esprit. Et le but de la vie, c'est de vivre selon la belle moralité qu'Allah a enseignée à l'être humain et il continue à être éduqué. Dans la prochaine partie, nous allons continuer à examiner comment l'idéologie communiste, qui rejette cette réalité, a apporté des catastrophes à l'humanité.